Vous écoutez RCM et on parcourt le pays du Lunévillois sur les pôles attractifs touristiques avec la Maison du Tourisme. Et aujourd'hui, nous faisons connaissance depuis les cabanes des lacs de Pierre-Percé avec Martine, conservatrice du musée dédié à l'abbé Grégoire à Ambert-Ménil. Pourquoi ? Qui est-il ? On en parle avec Martine. Bonjour. Bonjour. Alors il aurait pu être simple curé d'Ambert-Ménil, Tout à fait. et pourtant son destin est intimement lié aux grands événements français. On peut en parler et beaucoup de choses, notamment l'abolition de l'esclavage. Il a apporté une belle pierre à l'édifice. Tout à fait. Alors déjà, c'est un des rares Lorrains qui repose au Panthéon. On peut imaginer que si le président Mitterrand a décidé de l'y conduire avec deux autres hauts personnages de la Révolution française en 1989, c'est parce qu'il a à son actif toute une série d'actions qui ne se limitent pas à la première abolition de l'esclavage, dont il a été, il faut le rappeler, donc le fer de lance. Alors on commence par quoi ? Il a été curé, après à Nancy il a commencé à s'intéresser un peu à la politique. Alors déjà on remarque dans ses études que c'est quelqu'un qui s'intéresse au droit public et à l'histoire du droit des gens. Donc un côté social. Et dès son plus jeune âge, quand il était scolarisé au collège des Jésuites, il va être fortement sensibilisé à la condition des Juifs. C'est un combat qu'il va mener jusqu'à aboutir à la reconnaissance de la citoyenneté à la communauté juive. C'est-à-dire que là, il a eu aussi une éducation très ouverte aussi à ce moment-là par rapport à d'autres personnes à cette époque-là. Oui, tout à fait. Il a rencontré des personnages qui l'ont fortement influencé. Alors à Nancy, on note le père Gautier, le chevalier de Solignac, donc pour la condition des Juifs, et aussi des relations au niveau du monde des Juifs, de la communauté juive. Et notamment quand il était curé d'Ambert-Ménil, on a noté qu'il allait régulièrement du côté de Senones pour apprendre l'hébreu, ce qui ne devait pas être banal pour un curé de campagne. Parce que ce n'était pas banal non plus, c'est que j'ai lu que quand il est arrivé à Ambert-Ménil, il a fait enlever les statues des églises. Tout à fait. Alors, on peut résumer son approche par le terme rieniste. Il était partisan du rien. En tout cas, rien ne devait détourner l'attention des paroissiens. Donc il fait enlever tout ce qui est dorure, les statues, et il a aussi une manière de célébrer les offices particulière. Déjà, il ne monte pas en chair pour faire son sermon, il préfère marcher entre les rangs des paroissiens, il s'adresse à eux non pas en latin, mais dans le patois local, tout le monde doit comprendre. C'est ça. Donc voilà. Rien ne doit distraire le paroissien. Il devait être un peu, du coup, peut-être mal vu par l'Église. Alors, pas de l'Église, mais on a quelques écrits des curés des autres paroisses qui le trouvent un peu frondeur. Bah oui. Parce que je peux rajouter plein de choses. Il ne porte pas la barrette, ce qui était le chapeau carré de l'époque des curés. Il ne fait pas la genuflexion. Alors ça aussi, ça pouvait être interprété comme peut-être un signe de manque de respect. Donc voilà, des tas de choses comme ça qui le singularisent de ses collègues. J'ai lu que pour ses 8 ans, il savait lire et écrire. Oui, tout à fait. Qui quand même, on rappelle les années, on est en 1750. Alors, il suit, comme à VO, l'enseignement, c'était le domaine réservé des religieux, donc il suit l'enseignement primaire, on va dire, du chanoine local, et celui-ci remarque une intelligence rare en Grégoire et le confie à l'abbé Cherrier, qui était le curé d'Ambert-Ménil. Et l'abbé Cherrier, il avait créé dans son presbytère une petite école où il enseignait, mais les enfants qui fréquentaient cette petite école, c'était des enfants de nobles conditions. Et Grégoire, lui, était issu d'une famille pauvre, on va dire. Et déjà, ça va permettre à Grégoire de voir que dans la société, il y avait des niveaux
de richesse, d'éducation très, très divergents. Ben, finalement, c'est quelqu'un qui se bat pour mettre l'humain au cœur de tout, quoi. Exactement, un grand philanthrope. C'est ça. Voilà, grand philanthrope. Il ne doit pas y avoir de barrière de couleur de peau, d'origine, rien du tout, quoi. Voilà, quand il va donc être choisi comme député pour représenter le bas clergé aux États généraux, tous ces votes vont être en faveur justement des égalités, on va mettre tout au pluriel, des libertés. Très investi au moment de la Révolution française. C'est lui qui aurait déclaré que les hommes naissent et demeurent libres, égaux et en droit. Oui, tous les historiens sont d'accord. L'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est lui. Il faut bien que quelqu'un le dise. Alors, mais ce qui est marrant pour nous, c'est de se dire qu'il est là, près de chez nous, à l'origine. Tout à fait. Alors, quand même, pour donner au discours, à la pensée de Grégoire, un caractère très contemporain, Grégoire revendiquait à ce qu'on n'aborde pas uniquement les droits, mais aussi les devoirs. Et là, curieusement, il n'a pas été suivi. Donc, on s'en tiendra aux droits. Mais quand même, article 1 quand même. C'est quand oui, même, article 1. C'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai lu? Il s'intéressait aussi à l'astronomie. Il disait que voilà, faut connaître l'astronomie pour savoir où aller, quoi. Voilà, c'était quelqu'un de multiscience. C'est ça, il s'intéressait à tout. Alors, on a retrouvé qu'au moment de son départ pour les États généraux à Versailles, il part donc dans une diligence et il a avec lui une malle. Et dans cette malle, il y a des plans, des centaines de plans de machines. Donc voilà, quelqu'un qui a une approche scientifique très pointue. Et donc, son attrait aussi pour l'astronomie, il va mettre en œuvre cette passion en créant le Bureau des longitudes à Paris. Grégoire s'est aperçu que chaque fois qu'on doit mener bataille sur mer contre les Anglais, c'est défaite assurée. Parce que nos marins ne savent pas se repérer par rapport aux astres. Ils sont perdus. Donc, Grégoire voit l'intérêt de créer un organisme à Paris où on va répertorier toutes les cartes du ciel. Alors, c'est un organisme qui est plus confidentiel que le CNAM, qui est aussi à l'actif de Grégoire, mais qui est régulièrement consulté par la NASA, la Grande Mosquée de Paris aussi, pour savoir exactement quand débute le Ramadan. C'est quand même c'est un personnage, hein. C'est vrai que vous parlez du CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. Il en est le fondateur, on en parle encore aujourd'hui. Des ingénieurs en sortent régulièrement. Tout à fait. Alors, Grégoire s'est rendu compte que dans chaque province française, il existe des gens plus malins que les autres, qui sont inventifs, qui ont perfectionné des outils, des machines, et que dans la région d'à côté, on ignore tout de ça. Par contre, on a fait émerger d'autres inventions. Alors Grégoire se dit qu'il serait intéressant de créer un organisme, si possible à Paris, où on va collecter toutes les inventions qui sont faites sur le territoire. Et on va les expliquer à qui de droit. Et aujourd'hui, le CNAM a toujours les deux vocations que lui voulait Grégoire, à savoir, c'est un musée colossal, et c'est aussi une école d'ingénieurs. Et quand vous entrez au CNAM, eh bien, vous êtes accueilli par l'abbé Grégoire. Là, on se souvient bien. Et aussi, on a été très contents que le CNAM se délocalise sur Lunéville. Et je pense qu'à l'avenir, on pourra peut-être établir un partenariat, au moins des relations avec ce CNAM délocalisé partiellement. Est-ce que c'est lui qui a proposé la Marianne? Oui, tout à fait. C'est pas possible, il a tout fait. L'intérêt de Grégoire, sa position, c'était de dire pour que les citoyens absorbent le concept de la République, il faut lui donner un visage. Alors, on va lui donner le visage d'une femme, pas une jeunesse, ni une femme d'âge trop mûr, et on va l'appeler, alors dans la tête de Grégoire, il reste avant tout un curé religieux. C'est Marie et Anne. Marie comme la mère du Christ et Anne comme sa maman.
Mais quand même, il se dit, si je propose Marie, trait d'union, Anne, ça va faire très religieux. Alors, il va proposer une contraction des deux prénoms qu'on garde de nos jours encore. Et oui. Et alors, du coup, est-ce que les valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité, ça vient de lui aussi ou... Alors, non, mais si... Il aurait pu. Hein. Oui, bon, tout à fait, il n'était plus à ça près. Mais la conception de Grégoire, c'est... parce qu'on peut se dire un curé qui est dans un tel combat social, politique. Pour Grégoire, si on veut bien comprendre son cheminement de pensée, République et Évangile concourent aux mêmes valeurs. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Grégoire, il est resté en soutane pendant toute la Révolution française. Et on se demande toujours comment il a pu échapper à l'échafaud. Ouais. Et preuve de sa popularité quand même, mettez en veilleuse les téléphones. Preuve de sa popularité, quand il est décédé, 25 000 personnes assisteraient à ses funérailles. Oui, beaucoup d'étudiants, des ouvriers. Alors si on veut parler de ses obsèques, c'était très compliqué. Hein. Parce que Grégoire avait donc prêté ce fameux serment de la constitution civile du clergé, par laquelle il s'était plus ou moins marginalisé de l'autorité de Rome. Enfin, en tout cas, c'était perçu comme ça. Et quand Grégoire, sentant ces derniers jours arriver, a demandé à recevoir l'extrême-onction, l'archevêque de Paris a fait envoyer des émissaires à son domicile et on a demandé à Grégoire, sur son lit de mort, de renier le serment qu'il avait prêté en 1790, ce qui est énorme. Et même chose, au moment de célébrer l'office, l'archevêque avait également fait vider l'église voisine du domicile de Grégoire. Et il a fallu l'intervention de Louis-Philippe et de Casimir Périer pour qu'on puisse, on va dire, humainement célébrer l'office. Et donc, beaucoup d'étudiants, beaucoup d'ouvriers, effectivement, et dans les colonies, ces jours de deuil, on vient de perdre un grand protecteur. Et oui, parce qu'il les défendait aussi beaucoup. Tout à fait, c'est vrai. tout à fait. Ouais. Du coup, au musée, là, vous racontez cette histoire à travers des vitraux. Oui. Alors, c'est un clin d'œil à son... Alors, déjà parce que nous ne possédons, hélas, pas d'objets, reliques d'Henri Grégoire. À part quelques écrits authentiques, mais on n'a pas d'objet lui ayant appartenu. Et ce qu'on aurait bien aimé avoir, c'est la bibliothèque de 78 ouvrages qu'il avait constitués dans son presbytère à Ambert-Ménil. Donc, nous, on a fait le choix, comme on le faisait dans les églises du Moyen-Âge pour raconter la vie des saints à des paroissiens qui ne savaient ni lire ni écrire, donc par l'image, par le vitrail. Donc 13 vitraux qui ont chacun un thème par lequel on progresse dans la vie et l'œuvre de Grégoire. Alors depuis 2 mois, le musée Grégoire a rejoint la route du verre et du cristal. Donc on est, je pense, l'un des très rares musées qui délivre son message à partir du vitrail. Et je crois aussi la route des abolitions de l'esclavage et des droits de l'homme. Exactement. Ouais. Donc il existe un partenariat reconnu par l'UNESCO entre 5 sites touristiques du Grand Est qui vont aborder la thématique de l'esclavage. Vous disiez, vous regrettiez de ne pas avoir ces ouvrages, mais pourtant j'ai noté une bibliothèque présente. Alors, dans notre musée, nous avons à peu près 300 ouvrages qui nous ont quasiment tous été offerts par Michel Caffier, qui était le rédacteur en chef de l'Est républicain, décédé il y a 1 an. Et Michel Caffier a, pendant le bicentenaire, la dernière page de l'Est républicain portait le nom d'une rubrique « L'abonné phrygien ». Et pour écrire ces pages, qui ont duré pendant plusieurs mois,
Michel Caffier avait constitué une bibliothèque énorme sur les personnages de la Révolution, sur les grands événements. Et à la fin des commémorations du bicentenaire, il a offert toute sa bibliothèque sur la Révolution française au musée. Alors évidemment, visite guidée. Il y a beaucoup de guides d'ailleurs, j'ai noté. Je sais pas, j'en ai vu 5, 6, 7 en présentation. Alors c'est un roulement ou... Oui, chaque dimanche, nous sommes ouverts les dimanches et jours fériés. Il y a un autre guide. Donc on est une petite poignée, on est 6 personnes. C'est pas évident de trouver des bénévoles au sens général du terme. Et là, la mission, elle peut peut-être faire peur à certains, de dire il faut que j'emmagasine une importante dose de connaissances pour faire face aux éventuelles questions. Mais voilà, donc des visites guidées sont possibles. Ça dure quoi, une heure, une heure et demie? 3/4 d'heure, une heure, et en général on demande aux visiteurs de quel temps ils disposent pour la visite. Support DVD aussi, j'ai vu, si on veut avoir un souvenir de la visite complète. Tout à fait. Alors là, ce DVD, il va devenir collector maintenant, parce que le créateur du musée, l'initiateur, on va dire, c'est Monsieur François Bier. Et il a 88 ans maintenant, et malheureusement, il n'est plus en capacité d'animer les visites. Mais nous avions réussi à faire un enregistrement complet de son commentaire. Donc c'est vraiment... Donc on retrouve sur ce DVD. Tout à fait, c'est lui qui commente la visite et il avait une connaissance quasi universitaire du personnage. Alors du coup, vu qu'il avait enlevé les statues à l'église, il n'y a toujours pas de statue à l'église d'Amberménil. Elle est très épurée, très très simple, mais bon, l'église qu'on a, elle date de 1955, rien à voir avec celle de Grégoire. Et si on veut retrouver celle de l'abbé Grégoire, il suffit de traverser le village d'Amberménil et il y a un magnifique trompe-l'œil qui est peint sur une maison et l'église se trouvait quasiment à hauteur de l'immeuble où elle est peinte. Et le musée, il est où exactement à Amberménil alors, le musée se trouve à l'entrée du bloc mairie, salle polyvalente, école, agence postale même. Donc, voilà, tiens, on parle des écoles. Les scolaires viennent découvrir l'histoire de l'abbé Grégoire. Alors, on a la chance d'avoir une enseignante. L'école donc se trouve à 10 mètres du musée et nous les attendons le 4 juillet. Nous accueillerons les élèves des CE2, CM1, CM2 d'Amberménil avec une enseignante qui tient absolument à ce que ces élèves découvrent le musée. Et le personnage surtout. Oui, c'est ça. Voilà, on peut être né dans la Lorraine profonde et changer l'histoire de la France. Tout à fait. Voilà, c'est bon de le rappeler. Merci Martine pour toutes ces informations. C'est moi. Merci. Au revoir.